Thank you. Thank you, Alicia. Merci beaucoup, Alessia. Je suis ravie d'être là avec vous. D'abord, l'idée était de organiser un webinaire avec un entretien avec la collègue Patrizia Moselli, ma chère collègue d'Italie, à cause de force majeure. Elle n'a pas pu participer, donc je commence mon webinaire toute seule. Je vais parler des éléments qui caractérisent la beauté et l'histoire de l'analyse bioénergétique. Donc d'abord, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Louise Fréchette. Je viens de Montréal, au Québec, Canada. Je fais partie de l'analyse bioénergétique depuis 1976, donc je suis plutôt vieille dans ce domaine. Je ne connais pas entièrement l'histoire de l'analyse bioénergétique, mais j'ai bien contribué à cette histoire et au développement de l'analyse bioénergétique depuis 1976. Je pratique l'analyse bioénergétique à Montréal depuis 1980 et je suis membre de la faculté de l'IBA depuis la même année. J'ai aussi eu la chance et l'honneur d'être formatrice à plusieurs endroits au monde entier, en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, mais aussi en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et même en Russie. Donc, j'ai eu vraiment l'honneur d'être à même de apprendre l'analyse bioénergétique à plusieurs générations de thérapeutes. Et bon, on commence notre webinaire. J'ai une série de diapos que je vais partager à l'écran et qui vont m'aider mettre en exergue les aspects que je vais aborder. Tout d'abord, j'aimerais parler des racines de l'analyse bioénergétique. Donc, je vais partager mes diapos à l'écran un tout petit moment. Les racines de la bioénergétique commencent avec Freud. Il a une évolution vers Reich et ensuite Lowen. D'abord, Freud, comme vous le savez, le mot bioénergétique, analyse bioénergétique, inclut le mot analyse, ce qui est très important parce que notre compréhension du travail que nous faisons se base sur la psychanalyse, mais aussi sur le travail sur le corps. Donc, tout a commencé avec Freud. Et donc, Freud a parlé de l'importance de la libido. Il a développé la théorie des pulsions, mais aussi la perspective évolutive psychosexuelle. Il a aussi parlé de la phase orale, de la phase anale et de la phase de Édipe. Donc, il a été vraiment le pionnier. Il nous a aidé à comprendre la richesse de notre monde à l'intérieur de nous et dans l'inconscient. Pour aider ces patients à accéder à l'inconscient, il a utilisé le travail fait avec l'analyse des préassociations, des sons, du transfert, etc. Et en travaillant avec ces patients, il se trouvait à faire face parfois à des mécanismes de défense que les patients montraient pour lutter contre leur monde inconscient, ce qui ne permettait pas de atteindre l'esprit conscient. Freud
a essayé donc de analyser ces mécanismes de défense au fur et à mesure qu'il se présentait. Donc l'objectif de son travail en thérapie était de mettre l'inconscient dans la conscience de façon à ce que les conflits intérieurs puissent être un peu plus disponibles pour l'esprit conscient. Et lorsque la conscience était présente, les conflits disparaissaient. Donc là, nous avons vraiment les racines du travail chez la psychanalyse de Freud. De Freud, on passe à Reich. Reich est vraiment l'une des figures les plus importantes qui ont servi d'inspiration et qui caractérisent notre travail avec le corps. Reich a été parmi les premiers psychoanalystes qui ont fait attention au corps et à l'expression somatique, à la posture, à comment les personnes parlent en utilisant les gestes, les expressions du visage et à comment le corps pouvait refléter ce qui se passait au niveau psychique. C'est pour ça que Reich a formulé un principe très important, c'est-à-dire le principe de l'identité fonctionnelle. Ce principe nous dit que la fonction, les tensions dans le corps et les attitudes, la posture, l'organisation somatique reflètent les conflits intérieurs et le monde intérieur d'une personne. Voilà pourquoi il a prêté beaucoup d'attention au corps et à comment le corps parle, mais aussi au contenu verbal, c'est-à-dire ce que le patient communique. Parmi ses travaux les plus importants, on a celui qui est titré Analyse des caractères, Character Analysis. Ce qui est intéressant dans ce travail est que les défenses psychologiques et l'organisation du corps représentent une constellation d'une organisation compliquée qu'il a appelée la structure du caractère. Et donc, non seulement Reich essayait d'analyser les mécanismes de défense d'un sujet, mais il essayait également de comprendre comment les mécanismes de défense utilisés par une personne étaient reflétés par le langage de son cœur. Tout cela représentait donc la façon de laquelle cette personne était organisée, comment la personne se défendait, etc. Cela représentait également les menaces dans sa vie et dans sa croissance. Donc la théorie de l'analyse du caractère est vraiment très importante. Voilà à l'écran la façon de laquelle Reich a décrit les impulses primaires. Lorsque on est les impulsions, on est des organismes ouverts sans aucune défense. Sauf s'il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé euh, dans l'utérus. Mais en général, lorsque un enfant, un bébé naît, il est ouvert. Et donc, les impulsions sont libres au cœur de notre corps et cela crée des expressions qui se manifestent à travers le cri, le sourire, le babillement, le bavardage et le corps n'a pas encore de défense, il n'y a pas encore d'armure. Avec la croissance, selon les réponses qui sont reçues de l'environnement, le bébé
développe un réflexe. On commence à retenir ces expressions et certaines impulsions vitales qui viennent du cœur sont cachées, éliminées. Et un enfant ou un bébé peut se présenter avec des contractions à la gorge ou causées par la rage. Donc, le corps crée une paroi, une sorte de paroi, de mur de tension entre le cœur et l'expression extérieure. Quel est le résultat? L'expression peut être diminuée ou bien on peut développer une expression, une dimension neurotique parce que l'énergie est partiellement adressée vers l'intérieur, vers soi-même. Et ce qui se trouve à la surface est ce que nous, on voit normalement. C'est notre soi social qui se représente par des émotions et par des expériences qui sont souvent cachées et qui peuvent apparaître pendant la thérapie, mais aussi à travers la connexion avec des chers amis, des membres de la famille. Ce sont des expériences qui peuvent monter à la surface lorsqu'il y a une confiance. Reich, donc, a commencé à faire attention à ces aspects somatiques chez les patients. Il s'asseyait face à eux, il les observait, il observait leur langage corporel et leur attitude. Et au fil du temps, il a développé de plus en plus d'intérêt dans l'énergie. Donc, il a commencé à développer enfin ce qu'il a appelé la thérapie des organes. Il y a plusieurs anneaux de tension dans le corps qu'une personne, on peut retenir ses impulsions. Ça va limiter les expressions importantes. Et donc, par exemple, il y a l'anneau des yeux, l'anneau oral de la tension, l'anneau cervical, l'anneau thoracique, diaphragmatique et abdominal, mais aussi pelvien. Reich invitait ses patients à s'asseoir, à se détendre pour relaxer les anneaux de tension, ce qui lui permettait de travailler segment après segment, d'abord les yeux et ensuite progressivement vers la bouche et ensuite en bas jusqu'à l'anneau de tension pelvien. Selon Reich, s'il était possible de dissoudre les anneaux de tension, la personne pouvait vraiment capituler vers le réflexe orgastique. On ne parle pas ici de d'un orgasme, mais plutôt d'un mouvement total, comme le mouvement d'un serpent qui est libre. Et en tant qu'être humain, lorsqu'il y a une dissolution des tensions, on atteint un réflexe orgastique de façon totalitaire. Cela signifie que l'énergie peut vraiment se développer de façon très libre. Voilà son idée, voilà l'idéal qu'il a voulu atteindre. Et donc, voilà son inspiration. Reich désirait aider ses patients à atteindre l'endroit où ils puissent avoir la décharge sexuelle complète. Il s'agissait d'une expérience corporelle totale qui permettait aux patients d'avoir cette décharge sexuelle. Reich pensait que il pouvait aider les patients à dissoudre les anneaux de tension. De cette façon, il pouvait y avoir un flux d'énergie libre
et cela n'aurait causé plus d'énergie qui alimentait les mécanismes de défense. Ce modèle est un modèle vraiment idéaliste, mais l'objectif de Reich dans son travail avec les patients est visible surtout dans la phase finale de son travail. Les patients parlaient très peu et ils n'acceptaient que l'expérience somatique. Donc, l'objectif était d'aider ces patients à atteindre la soi-disant potence orgastique, donc la décharge sexuelle complète. Il est important de comprendre qu'il ne pensait pas uniquement à la décharge sexuelle. Cette puissance engageait tout le corps jusqu'au cœur. Il est intéressant de parler de comment Reich avait choisi son approche à la sexualité dans son idée de façon très précise et très attentive. Dans ses livres, on lit cette idée de s'abandonner à la sensation profonde d'amour. Il ne s'agit d'une décharge générale d'expérience. Il s'agit vraiment de s'abandonner, de garantir le plaisir total lorsque on rencontre une personne. Voilà la contribution donnée par Reich. Il s'agit d'une contribution énorme qui a inspiré Lowen. Et donc, j'arrive à Lowen. C'est le fondateur de l'analyse bioénergétique. Lowen était un étudiant de Reich. Il était également son patient. Je me souviens, lors d'un atelier, Lowen nous a raconté, nous a expliqué comment il était très contrôlé. Il était une personne très rigide en fait. Et pendant l'une des séances de thérapie avec Reich, soudainement, un cri très profond, involontaire, en est sorti. C'était le moment central pour Lowen. Il avait compris que son corps avait une connaissance tellement profonde du monde entier qu'il ne connaissait pas. Et donc, Lowen a développé un intérêt très approfondi par rapport à comment le corps peut aider une personne à accéder à ses conflits intérieurs et à une meilleure capacité de être compris et de se comprendre à soi-même. Qu'est-ce qui est important dans la contribution de Alexander Lowen? Il s'agit du concept de la circulation d'énergie de Reich, mais l'élément clé de sa contribution est lié au grounding, l'enracinement. Il s'agit d'être à même de accéder à une position qui nous permet d'avoir un reflet orgastique, mais il s'agit d'une position vulnérable et donc la personne doit apprendre à rester debout, enraciné sur le sol pour sortir du cabinet de thérapie et faire face au monde à l'âge adulte. Donc, l'enracinement a permis à Lowen de soulever les anneaux de tension, non seulement lorsqu'il était détend, mais aussi lorsqu'il se trouvait debout avec nous. Se laisser aller à la position d'enracinement debout de façon à permettre de toute façon
l'énergie, la circulation de l'énergie capable d'atteindre aussi la zone sexuelle, mais non seulement aussi le visage, pour permettre une expression du visage, au bras aussi. Et on voit à travers ce diagramme le flux d'énergie connecté aussi au cœur. On voit le flux en tant que mouvement exprimé qui arrive d'un lieu auquel nous tenons beaucoup, le cœur. Cette contribution supplémentaire représente une des bases, le socle de l'analyse bioénergétique, l'enracinement, le grounding. Et au-delà de cette contribution, c'est-à-dire le grounding rajouté en tant qu'élément supplémentaire, il prend inspiration de l'analyse de Reich. Il a formulé les types caractériels sur lesquels je vais revenir, mais je veux avant tout terminer la description de Lowen pour vous expliquer mieux l'objectif de l'analyse bioénergétique, c'est-à-dire remettre les pendules des capacités d'expression dans les limites du possible. Et alors, comment aider une personne à assouplir les patterns de tension dans son corps de façon que cette personne puisse offrir une manifestation à tout azimut de sa personnalité pour être vue et pour s'exprimer. Maintenant, j'aimerais vous raconter quelque chose à propos du contexte historique de l'analyse bioénergétique et donc de ses origines et en particulier de l'Institut d'analyse bioénergétique qui fait sans doute partie de l'histoire, mais aussi de la beauté de la bioénergétique. Alors, premièrement, Lowen, tout en développant son approche basée sur les principes de Reich, découvrit ce que, à l'époque, nous parlons de 1956, il découvrit l'Institut d'analyse bioénergétique, un institut qu'il avait fondé à New York avec un de ses amis et collègues, John Pierrakos. Et donc, Lowen et Pierrakos sont les fondateurs de l'Institut d'analyse bioénergétique. John Pierrakos, à un certain point, développa un fort intérêt vers une dimension plus spirituelle. Et en effet, Pierrakos était très intéressé au chakra et à ce type d'énergie. Voilà pourquoi il décida de parcourir cette voie et il créa une approche différente qu'il appela corps énergétique. Et alors, pendant quelque temps, Alexander Lowen et John Pierrakos ont travaillé ensemble, ont regardé et ont visité des patients, ont développé l'analyse bioénergétique, mais par la suite, Pierrakos a suivi, continua tout seul vers la bioénergétique. En développant cette approche, nous parlons de la fin, non, de la fin des années 60, au début des années 70. Et lorsqu'il était en train de développer cette approche, il y avait plein d'autres approches qu'on était en train de voir apparaître, comme la Gestalt thérapie. Voilà que le nouveau mouvement avec des nouvelles formes de thérapie sont arrivés. Et alors, plein de personnes arrivées de l'Europe
d'Europe qui voulaient travailler avec lui, mais aussi du Canada, de l'Amérique du Sud. Et tout le monde se rendait à New York parce que New York était le centre d'où tout avait été développé. Il commença donc par la suite à voyager et à tenir des ateliers dans le monde entier. Et à partir de là, l'analyse bioénergétique devint un mouvement international car il incluait des personnes qui étaient en dehors des États-Unis, de la ville de New York. Et alors voilà pourquoi, en 1976, l'Institut d'analyse bioénergétique devint l'Institut international d'analyse bioénergétique qui, encore aujourd'hui, est notre maison, pour ainsi dire. Donc, notre maison a été fondée en 1976. Juste un an avant, c'est-à-dire en 1975, Lowen publia un livre intitulé Bioénergétique, c'est-à-dire le livre dans lequel il avait brièvement illustré les 5 types de caractères. Il avait commencé à écrire à propos des types de caractères. Il avait publié un livre, La trahison du corps, sur la personnalité schizoïde et la dépression dans le corps sous la pression orale. Mais à travers ce nouveau livre sur la bioénergétique, il voulait décrire les 5 caractères avec leurs caractéristiques somatiques et psychiques. Et là, vous voyez une présentation ou représentation qui a été créée par moi, pas par Lowen. Quand je dois expliquer la structure caractérielle, j'aime utiliser ces petits diagrammes et j'aimerais euh, rappeler à tous ceux qui ne connaissent pas l'analyse bioénergétique que nous avons 5 structures caractérielles. La structure schizoïde qui est liée à des thèmes de refus au début de la vie, les nouveau-nés qui avaient été refusés, la structure orale pour les personnes qui ont fait des expériences d'abandon. Elles n'ont pas été refusées, mais elles n'ont pas eu assez de support. Elles n'ont pas reçu assez de soutien au niveau émotionnel de la part de ses parents pour toute une série de raisons. Après, il a développé aussi la structure de caractère psychopathique, c'est-à-dire qui est liée à ce qui arrive dans une phase un peu plus avancée lorsque le nouveau-né devient un enfant victime de parents narcissiques qui veulent qu'il devienne le plus fort, le meilleur dans le monde. Et alors, on commence cette structure psychopathique narcissique. Après, nous avons la structure euh, masochiste qui est lié au développement de l'enfant quand il commence à vouloir euh, faire valoir son moi, mais qui est supprimé quand le parent veut que l'enfant se comporte d'une façon bien déterminée. Alors l'enfant apprend à se conformer aux demandes de ses parents. Voilà donc la structure somatique qu'on voit au-dessus dans la structure masochiste. Et après, nous avons la structure raide, sa structure, une structure qui se développe par la suite lorsque l'enfant commence à rentrer dans la phase d'Édipe et découvre sa propre sexualité. Et à l'improviste, il est refusé ou la phase édipique est refusée.
est rejeté avec honte, ou bien on dit à l'enfant que c'est une saleté, c'est une chose qui ne va pas bien, etc. Il y a après une structure dont Lowen n'a pas parlé dans son livre de bioénergétique, la structure borderline. Par la suite, il va parler d'un livre sur le narcissisme et il va placer la structure borderline sur un continuum des problèmes narcissiques. Et nous, en tant que formateurs et thérapeutes d'analyse bioénergétique, nous avons contribué à approfondir le thème de la structure borderline qui est devenu un thème d'intérêt de la littérature internationale. Et donc, nous aussi, nous avons contribué au fait qu'il y avait toujours beaucoup plus de patients qui se présentaient dans nos cabinets avec une structure borderline. Et alors, grâce à une meilleure compréhension qui avait été développée, nous avons développé une structure borderline par les structures des personnes qui avaient été envahies, abusées physiquement et sexuellement et qui n'ont pas réussi à développer des bornes, des limites pour pouvoir se protéger. Voilà, alors maintenant, je vous propose une petite pause de cette présentation en PowerPoint car je désire de toute façon vous donner quelques mots pour décrire la structure de caractère qui est toujours très intéressant. Et je veux vous raconter un peu l'histoire concernant cet aspect. J'ai commencé ma formation en 1976 et le livre dont j'ai parlé avait été publié en 1975. C'était une nouveauté et dans nos groupes de formation, nous tous, nous voulions avoir le formateur qui soit capable de lire notre corps et nous raconter notre structure caractérielle. Et nous tous voulions un label, une définition. Et nous étions coincés dans ces labels, ces définitions, et pas seulement, car nous avions aussi un certain jugement par rapport à la désirabilité d'une structure spécifique du caractère, en songeant que la pauvre structure schizoïde était ce qu'il y avait de pire pour nous et donc qu'il fallait avoir pitié pour ces personnes qui avaient été endommagées. Mais la structure rigide, raide, était un peu plus évoluée. Mais ce n'était pas vrai parce qu'on peut avoir une personne schizoïde capable de aborder sa vie ou qui peut aussi être moins résistante en processus thérapeutique par rapport à une personne avec une structure raide, bloquée dans sa rigidité, dans ses défenses rigides. Donc, ce n'est pas qu'il y a une structure qui est plus désirable que d'autres. Tout le monde a sa structure. Moi, j'ai reçu l'étiquette de structure masochiste qui était presque soignée comme définition pour moi. Et je voulais vous raconter aussi une petite anecdote parce que quand j'étais en phase de formation, Lowen est venu dans notre groupe de formation en 1977, donc ma deuxième année de formation. Et moi, très naïvement, je suis allée chez Lowen et je lui ai dit, si nous travaillons assez durement dans notre thérapie, graduellement, est-ce qu'on peut passer d'une structure caractérielle à une autre et donc passer à une structure plus évoluée parce que je croyais pouvoir évoluer vers une structure plus désirable qui était la structure raide pour moi. Et je n'oublierai jamais comment Lowen m'a regardé. Non, en réalité, chacun reste avec sa propre structure. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va assouplir cette structure afin de devenir plus expressif, plus soi-même. C'était juste une petite anecdote que je voulais partager avec vous. Après, par la suite, dans d'autres ateliers que je suivis avec Lowen un peu plus tard, j'ai entendu Lowen dire ces mots. J'aurais voulu ne pas écrire ces 5 structures des caractères parce que les thérapeutes tendent désormais à vouloir
donner une étiquette, à labelliser leurs passions dans une structure plutôt que dans une autre structure de caractère. Mais ce dont on aurait vraiment besoin, ce n'est pas de chercher de dire à son propre patient à quelle catégorie caractérielle il appartient, mais plutôt la chose importante pour vous est arriver à bien regarder la personne que vous avez devant vous afin d'essayer de bien comprendre quelle est l'unicité de son histoire, même en termes d'organisation. Naturellement, il y aura des caractéristiques qui vont vous aider plus ou moins à voir quels sont les types de problèmes que vous devez aborder avec un patient spécifique, mais chaque personne est unique dans la manière où il ou elle a développé soi-même pour être à même de survivre. Aujourd'hui, lorsque nous apprenons les structures caractérielles et donc lorsque nous, en tant que formateurs, parlons de ces caractéristiques caractérielles, nous devons toujours souligner les typologies des caractères qui sont, oui, intéressantes, mais elles sont intéressantes car elles nous aident à comprendre quel type de problème central est le problème que le patient doit aborder. Est-ce que nous avons un problème de refus ou un problème concernant la sphère sexuelle ou la relation avec ses parents? Nous voulons utiliser ces structures caractérielles tout simplement comme des points de référence capables de nous aider à approfondir notre compréhension de la lutte particulière au niveau existentiel que cette personne doit aborder. Et lorsque nous faisons la lecture du corps, nous allons emphasiser l'importance du corps comme un travail d'équipe sans avoir une approche provenant du haut en tant qu'expert. Au début, Lowen aussi avait une approche plus d'experte, mais Lowen, c'était Lowen. Et en réalité, il arrivait à comprendre, à voir très rapidement et sans difficulté quel était le noyau des problèmes de la personne et comment travailler avec cette personne en particulier pour aider cette personne à s'ouvrir au monde, à se sentir plus libre. Aujourd'hui, grâce à la contribution de la thérapie relationnelle, nous apprenons à nos étudiants, à nos élèves, comment on peut vraiment faire ce travail d'équipe. Alors, je dois bien observer la personne devant moi et je partage avec elle quelques-unes de mes perceptions par rapport à l'attitude de la personne. Parfois, j'utilise des métaphores. Par exemple, je pourrais dire, oh, vous m'avez l'air d'un petit soldat qui doit toujours être prêt à prendre soin des autres, à aborder tout type d'émergence. Après, je parle avec cette personne et je lui demande, est-ce que ça vous parle? C'est comme ça que vous vous sentez? Vous voyez, j'ouvre un dialogue. Je n'ai pas une approche en tant que thérapeute qui démarre du haut de mon expérience parce que le patient a sa propre expérience personnelle sur sa façon de s'en sentir, de savoir ce qui est. Et ceci est vraiment un aspect précieux du travail que nous faisons. Alors, voyons où nous étions avec mon PowerPoint. Alors, je reviens sur mon PowerPoint. Voilà, nous étions ici. Alors, Lowen, vous voyez que pendant cette période, c'est-à-dire les années 70, 80 et même 90, a continué à développer sa compréhension à propos de l'analyse bioénergétique.
comment il la voyait et comment il voulait la faire connaître aux autres. Et alors, pour partager son idée, il a écrit beaucoup de livres. Il était l'autorité en matière à la base de l'analyse bioénergétique et il était le seul qui publiait un si grand nombre de livres. Mais aussi des formateurs de la première génération n'osait pas écrire. Notre formation était expérientielle. Lowen nous disait, il faut faire et suivre la thérapie si tu veux travailler avec la bioénergétique. Et après, observez moi comment je travaille. Voilà, c'était lui l'autorité. Et personne n'avait osé à l'époque écrire quelque chose à propos de l'analyse bioénergétique, car nous étions tous concentrés sur le travail empirique, expérimental. Mais quelqu'un a commencé par la suite à écrire des livres. Là, vous voyez Ronald Robbins, américain, qui travaillait sur la East Coast et a écrit un livre sur l'intégration rythmique. Après, un autre formateur, Michael Maley, qui était profondément intéressé à la dimension spirituelle et il a écrit un livre, Living in the Question, donc l'importance de rester dans un endroit de la non-connaissance pour faire surgir quelque chose. Et après, vous voyez Robert Hilton qui travaille en Californie et qui avait un fort intérêt vis-à-vis des différents aspects relationnels et son livre dans son livre, il avait récolté tous les articles, les dossiers qu'il avait écrits sur ce sujet, les aspects concernant la psychothérapie relationnelle somatique. Enfin, je voulais citer aussi quelques-uns de nos formateurs de l'époque, quelqu'un de nos professeurs, nos maîtres, que, et de- quelques-uns, je les garde encore dans mon cœur parce qu'ils avaient des caractéristiques péculières, très, très particulières. Là, vous voyez les formateurs qui venaient de l'East Coast, directement de New York en Europe. Par exemple, euh, il a été le plus lowenien en tant que thérapeute et professeur. Il avait un style similaire à celui de Lowen. Et après, vous voyez Guzik, Livienne, qui a été la seule femme qui se trouvait dans un monde d'hommes. Vivienne a vraiment été un modèle de femme pour moi parce qu'elle a développé son style personnel sans euh, faire face à Lowen. Elle avait vraiment sa propre autorité intérieure. Elle faisait de la bioénergétique de façon, disons, un peu plus souple. Et ensuite, David Campbell d'Écosse, David a été étudiant de Winnicott. Il a travaillé avec Winnicott et probablement il était son superviseur ou quelque chose comme ça. David était un docteur. Il avait vraiment une passion pour les problèmes précoces des nouveau-nés, ce qui était visible dans leurs yeux. Il était très, très souple. Il a développé son style personnel. Et ensuite, vous voyez Robert Louis. Bob Louis, par rapport à ce qu'il nous a raconté de son histoire, bon, il était schizoïde. Il était un patient de Lowen. Et puisque Lowen était rigide comme personne, il y avait certaines difficultés à comprendre les problèmes précoces. Donc, Bob Louis a pensé qu'il y avait quelque chose de difficile pour lui. Peut-être il ressentait ne pas être totalement compris par Lowen à certains moments. Qu'est-ce qu'il a fait donc?
il a décidé lui-même de développer une méthode de travail qui incluait la tête. Il a écrit un article très important concernant ce qu'il a défini comme le choc céphalique. Il a décrit comme choc céphalique ce qui se passe lorsqu'on voit un nouveau-né qui naît et qui rencontre des yeux pleins de haine. Il y a une contraction et les petits nouveau-nés, souvent, n'ont pas leur tête dans une position très sûre. Donc, Bob Lewis a développé sa méthode de travail pour travailler avec la tête, pour intégrer la tête au cœur. Ensuite, nous avons les formateurs de la côte ouest. Eleanor Greenlee, elle est vraiment une maîtresse des exercices à faire pendant la formation. Elle était à même d'utiliser les exercices pour entrer profondément dans les personnes. Ensuite, nous avons Robert Hilton et Virginia. Ils étaient en couple. Ils avaient vraiment l'intérêt vers l'aspect des relations. Ils ont vraiment mené la dimension des relations dans le travail avec la bioénergétique. Là, on voit aussi Bennett Shapiro et Jim Miller. Je pense qu'il venait de Oregon, Bennett Shapiro du Canada, British Columbia. Ils ont organisé la conférence bioénergétique Pacifique Nord-Ouest. Et à un certain moment, il y a eu, disons, un échange, une rencontre entre la côte occidentale et la côte orientale des États-Unis. La côte est était plus inspirée de l'Owen, tandis que la côte ouest était inspirée de la psychothérapie de la relation. Jim Miller avait vraiment une méthode qui lui permettait d'ouvrir le cœur. Et ensuite, Ben Shapiro a donné une contribution très importante, c'est-à-dire elle a essayé de nous aider à travailler avec le diable et avec la négativité qui existe chez nous. On peut vraiment accéder à cette partie de laquelle on essaye de s'échapper parce que nous l'apprécions pas, on ne se sent pas à l'aise avec cette partie démon. Et Ben nous a vraiment appris comment travailler avec les démons de façon constructive. Cet aperçu avait pour but celui de montrer quels sont les menteurs, les maîtres de la première génération. Ce sont les personnes qui ont vraiment aidé à diffuser la bioénergétique partout dans le monde. Je vois que Patricia nous a rejoints. Bonjour, désolée. Est-ce que tu es d'accord si je continue? Oui, j'ai eu un problème avec un patient, donc c'était impossible pour moi de vous joindre à l'heure. Je m'excuse, Louis. Mais non, pas de problème, hein. Tu as bien fait parce qu'il fallait surtout soigner le patient. Donc, tu peux continuer. Je suis vraiment touchée si je t'écoute lorsque tu racontes l'histoire. Très bien. Alors, je continue et j'aimerais vous parler de d'un changement important qui a eu lieu dans l'analyse bioénergétique. C'était autour de 1996. En 1996, Alexander Lowen a décidé de faire un pas en arrière. Il a quitté son rôle de directeur exécutif. Jusqu'à ce moment-là, il avait été l'autorité, il a géré tout, il a tout guidé avec quelques formateurs qui venaient de New York. Et donc, il y a eu un changement important. C'était un moment de changement important. Lorsqu'il a fait un pas en arrière, on a dû trouver une nouvelle personne qui puisse prendre son rôle, le rôle de directeur exécutif de IBA.
Et pour la première fois, on a choisi une femme. Donc, la directrice exécutive a été une femme pour la première fois. Elle était directrice exécutive de l'Institut international. Moi, je faisais partie du comité exécutif à cette époque-là. J'ai eu la chance de faire partie de ce comité exécutif à ce moment-là, au moment du changement. Et bon, pendant sa présidence, elle a pu être témoin d'une transformation radicale de notre organisation, qui était d'abord une organisation organisée du haut vers le bas, très autoritaire, et elle s'est transformée en une organisation basée qui était organisée sur la base de la représentation des membres. Donc, l'Institut international a été divisé à ce moment-là en régions. On avait l'Amérique du Nord, la Nouvelle-Zélande, on avait la Fédération européenne et d'Amérique latine, et enfin la faculté d'IBA. Voilà les membres de la faculté d'IBA qui viennent du monde entier, en fait, et qui ont été élus dans certains lieux qui incluaient le comité. À un certain moment, certains membres sont devenus membres du Board of Trustees et ils étaient également membres de la faculté qui était élue de cette région. On avait aussi ceux qui étaient élus par la faculté de IBA, ce qui a été une transformation forte, importante. Il a fallu beaucoup d'années. On se trouve encore dans ce processus de travail avec cette organisation parce que nous avons de nouveaux membres en Asie, en Chine. Donc, on peut vraiment élargir notre présence grâce aussi au travail du conseil d'administration. Bon, où est-ce que nous étions? Bon, à partir de ce moment-là, de ce moment dans l'histoire, on s'est aperçu du fait que la bioénergétique était dans sa propre bulle parce que Lowen croyait fortement dans ce type de thérapie et donc il était vraiment concentré pour développer, pour écrire de la thérapie. Il désirait également disséminer la connaissance de cette thérapie, mais sans prêter attention à ce qui se passait en même temps dans l'analyse bioénergétique. Et donc, lorsqu'il a fait un pas en arrière, tous les membres de la faculté, les membres réguliers et l'Institut international ont essayé de réfléchir au fait qu'il fallait prêter attention. Il y avait vraiment des politiques, des contributions importantes liées à la thérapie. On désirait comprendre comment introduire ces concepts, ces pratiques théoriques de thérapie et comment tout cela puisse être intégré dans l'analyse bioénergétique. Maintenant, je vous montre rapidement les sources d'inspiration qui nous ont guidés à ce moment de l'histoire. On a trouvé notre inspiration dans le secteur psychanalytique avec Winnicott, John Bowlby, la théorie de l'attachement, Alice Miller, avec tout ce qu'elle a écrit sur le narcissisme, mais aussi sur l'abus des enfants. On a aussi été inspiré par d'autres auteurs très importants. Par exemple, Heinz Kohut, avec la psychologie du soi.
Daniel Sturr et Alan Scher avec leur contribution concernant la façon de laquelle les nouveau-nés créent vraiment une synergie avec les parents, ce qui nous apprend quelque chose par rapport à ce que nous, on doit faire dans la thérapie pour être mieux en synergie avec les patients. Et donc, cette synchronisation est devenue très importante. C'est vraiment un mot clé dans notre monde, ce qui est le cas pour nous tous en tant que thérapeutes. Et ensuite, on ne peut pas oublier ce qui a été développé par Bessel van der Kolk et Stephen Porges dans le secteur de la neurobiologie, mais aussi Peter Levine avec son approche au traumatisme. Tous ces auteurs sont devenus une source d'inspiration importante pour nous tous pour créer un nouveau parcours. Et bon, en 2003, plus ou moins, il y avait un cœur, un peu cette situation dans la faculté. Il y avait un cœur, une séparation entre l'approche de Lowen en tant que membre de la faculté avec la partie euh, de Lowen, de IBA et de la faculté, mais aussi la partie un peu plus liée à la relation dans la faculté. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Il y a eu besoin de comprendre, est-ce qu'on va se fragmenter, est-ce qu'on va se diviser ou bien est-ce qu'on va tout intégrer? Les deux méthodes, les deux façons de considérer, de pratiquer la psychothérapie étaient étroitement liées. Qu'est-ce qui s'est passé alors? On a créé une équipe avec trois membres de faculté de ma génération, la deuxième génération, et donc Guy Tonella de France, Violande de Clercq, qui a aussi tenu son webinaire il n'y a pas longtemps avec vous, et ensuite du Brésil, Odila Weekend. Un petit groupe avec un travail en équipe, ils ont pu créer un curriculum, un parcours contemporain pour l'IBA qui intégrait nos principes de base, nos pratiques de base avec les contributions qui venaient de la thérapie et de la psychologie. Ensuite, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de 2005, on a créé ce parcours que l'on revoit, que l'on met à jour au fur et à mesure et qui sert de base pour ce que nous apprenons à nos étudiants. Et bon, au fur et à mesure que nous avons continué de nous intéresser aux approches des autres auteurs également, on s'est dit qu'il fallait écrire quelque chose davantage. Il fallait vraiment s'assortir, aller au-delà de l'expérience. Et donc là, vous voyez ce que nous avons commencé il y a longtemps, c'est-à-dire le journal clinique, Clinical Journal. C'est la revue scientifique de l'analyse bioénergétique où on publie les articles. Ces dernières années, la qualité des articles, comme vous le voyez, est devenue très importante. Elle a beaucoup amélioré parce que nous, on a introduit des publications vraiment scientifiques. Pendant les premières années, il s'agissait plutôt d'écrire comment on faisait la thérapie. Donc, le focus que nous donnions n'était pas axé sur les éléments scientifiques. On avait aussi des éléments pour soutenir ce que nous, on était en train de décrire avec nos mots. Mais pendant ces dernières années,
le journal est devenu de plus en plus de haute qualité. Il y a quelques années, on a aussi publié le manuel d'analyse bioénergétique. À l'intérieur de ce manuel, nous avons inclus certains articles très importants que nous avions écrits. Donc, on essaye de développer une capacité améliorée de traduire avec des mots ce que nous faisons avec une description beaucoup plus détaillée en tant que thérapeute et formateur. Bon, j'ai oublié de vous dire que le manuel publié est disponible en plusieurs langues. Vous avez la version en allemand. Bon, je reviens en diapo. Je vous montre les pages du manuel qui étaient traduits. Un petit moment. D'accord. Ah non, pardon, c'est pas là. Voyons ce qui se passe ici. J'arrête de partager mon écran et je recommence. Excusez-moi. J'essaie de revenir un petit moment en arrière. Si tu préfères, Louise, tu peux tout simplement mentionner, nous dire dans quelle langue le manuel est traduit, si tu n'arrives pas à récupérer la diapo. D'accord, je voulais faire une tentative parce que j'ai aussi autre chose à vous montrer sur les diapos. Voilà, voilà les livres qui sont disponibles. Et donc, vous avez l'allemand, le français, l'italien, portugais et russe. J'ai aussi quelques diapos sur la beauté de l'analyse bioénergétique à vous montrer. Je vais partager à nouveau mon écran. Je vais presque terminer ma présentation. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais j'ai presque terminé. Et enfin, on aura un peu de temps pour vos questions. Alors, je viens à la beauté de l'analyse bioénergétique. L'analyse bioénergétique nous permet d'avoir la capacité qui nous permet d'avoir une expression émotionnelle approfondie. Ce processus demande beaucoup d'auto-exposition, mais cela offre également l'opportunité de exprimer, même de façon cathartique, n'importe quelle émotion qui en ressort. Mais la catharsis n'est pas la seule façon de laquelle on fait l'analyse bioénergétique. On utilise aussi la méthode de la titration. On l'a appris de Peter Levine, mais aussi de la connaissance neurobiologique. Lorsque on travaille avec le traumatisme, il faut utiliser non seulement la méthode du processus lent et douce, il faut aussi utiliser la titration et on essaye aussi d'avoir un échange ouvert et respectueux. Ce que nous essayons de cultiver avec l'analyse bioénergétique, c'est la capacité d'être honnête les uns avec les autres et on essaye de le faire de façon à ne pas blesser l'autre. Et bien sûr, j'ai témoigné
de conflits à l'intérieur des sociétés, même parmi les membres de la société, mais aussi parmi les membres des groupes de formation qui ne peuvent pas être résolus parce qu'on ne peut pas tout résoudre en fait. Et cela est triste. L'intention de l'analyse bioénergétique est d'être honnête, de s'écouter, même lorsqu'il y a un moment de confrontation avec l'autre. C'est une expérience personnelle qu'on avait eue aussi avec les membres de la communauté IBA parce qu'ils m'avaient fait péter le feu, mais euh, après, on a créé une relation de respect avec les collègues. Un autre élément qui définit sa beauté et de la bioénergétique est le moment de convivialité. Au moment où le moment de groupe de formation, les personnes se sentent plus proches, plus connectées, car il y a eu une exposition personnelle année après année. Et après 5 ans de formation, souvent, je sens des étudiants qui me racontent leur parcours et c'est un parcours qui, ils disent, leur a changé la vie. 5 ans, c'est un processus très long pour devenir thérapeute d'analyse bioénergétique. Après, il y a aussi l'aspect de créativité, de bonne humeur, d'amusement, de convivialité. Il y a les soirées que nous appelons skip night pendant lesquelles il y a des activités pour se moquer un peu entre nous, de créer un moment de légèreté, de bonne humeur, ou pour reprendre des contenus qui ont été appris pendant l'atelier, mais en interprétant avec un sourire en plus. La beauté de la bioénergétique réside donc aussi dans la vitalité. Pendant les ateliers ou pendant une conférence, on se sent plus vif. Il y a plus de vitalité, une vitalité plus forte, qui est une qualité très importante que nous essayons de cultiver. Et encore la spontanéité. Là, vous voyez deux membres de notre communauté qui sont en train de s'amuser. Ils s'amusent vraiment. Ils sont en train de imiter une lutte avec des épées. Voilà ce que je voulais vous raconter de l'analyse bioénergétique, de sa beauté. Mais je dois dire qu'il y a aussi plein de challenges que nous devons aborder. Dans ce moment d'instabilité où il y a un régime autoritaire qui avance de plus en plus dans notre monde, nous voyons des patients qui se sentent de plus en plus euh, non sécurisés. Ils ont une forte anxiété. Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde? Qu'est-ce qui va se passer à mon travail? Qu'est-ce qui va se passer à ma famille? Est-ce que j'arriverai à continuer comme ça? Et nous, en tant que thérapeutes bioénergétiques, nous devons les aider à aborder ce moment. Et nous pouvons le faire à travers l'enracinement, le grounding, en cultivant notre centre euh, de sécurité. Nous devons aider les personnes à trouver la sécurité dans leur centre de gravité, pas dans les institutions, pas dans le monde extérieur. En soi, nous devons aider les personnes à cultiver ce centre de gravité en eux-mêmes. Et ce n'est que comme ça que les personnes peuvent faire face à ce que leur monde leur pose en tant que défi. Nous devons réussir aussi à apprendre à être
et devenir plus accessible à toutes les personnes. Et cette accessibilité pourrait se traduire, par exemple, à travers des leçons, des exercices, des mouvements, énergie, enracinement, grounding, respiration pour arriver à se sentir plus calme à l'intérieur. Nous devons beaucoup apprendre de nos collègues brésiliens qui ont développé le modèle dit des cliniques sociales en offrant des thérapies à des personnes qui n'ont pas la possibilité de payer pour les séances de thérapie. Et donc, bravo à nos collègues brésiliens qui ont développé un modèle fantastique grâce à leur clinique sociale. Et évidemment, nous devons continuer à maintenir en vie le dialogue avec les différentes approches thérapeutiques plus traditionnelles. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter ce soir. Et maintenant, avant de vous dire, je vais faire une annonce à notre prochaine conférence en prenant l'occasion de ce webinaire. Est-ce que tu vas en parler, Patricia? Non, raconte-tu cette nouvelle conférence, car après, il y a aussi plein de questions que nos participants veulent te poser. Et je vous rappelle que notre webinaire termine à 20h30, heure de Rome, et donc il faut garder un petit moment pour les questions. Je ne sais pas si on peut rester un peu plus, mais c'est l'organisation qui doit décider. Oui. Alors, nous avons commencé avec quelques minutes de retard. C'était ma faute, je sais, mais je ne pouvais pas terminer ma séance avec mon patient. Alors oui, nous pouvons continuer ce soir encore 5, 10 minutes en plus. Alors, Louise, qu'est-ce que tu voulais nous dire pour la prochaine conférence? Alors là, je vais partager rapidement mes diapos juste pour vous raconter que il y aura des ateliers avant la conférence. Vous les voyez ici. Vous pouvez vous enregistrer, vous inscrire aux ateliers pré-conférence. Et après, là, vous voyez notre conférence qui prévoit un dialogue avec Cockburn, Tonella, en dialogue avec le professeur Scott, Bound, professeur émérite de la faculté de New York. Voilà tout ce que je voulais vous montrer de la conférence. Et merci, très intéressant parce que je sais qu'à la conférence, dit Patricia, il y aura Meg Williams, une personne de renommée dans notre milieu. Donc, ce sera très intéressant de pouvoir découvrir ce qu'il voudra raconter. Et évidemment, le dialogue que vous allez présenter sera sans doute très intéressant et très important. Louise, je te remercie pour ta forte capacité d'aborder les situations plus difficiles et en même temps transmettre des formations que tu as partagées avec nous, avec beaucoup de passion, l'histoire, les différentes étapes de la bioénergétique. Je suis arrivée en retard, mais j'ai pu apprécier la clarté de ta présentation, l'évolution de l'analyse bioénergétique. Et donc, je te remercie du profond de mon cœur pour tout ce que tu as partagé avec nous ce soir. Et aussi, merci pour l'exemple que tu nous portes, ta forte vitalité dans des situations difficiles. Et je lis aussi plein de remerciements dans la chat des participants de ce webinaire qui ont beaucoup, beaucoup apprécié ta façon de présenter les thèmes et comment tu as présenté aussi l'évolution de notre approche dans si peu de temps. Donc, tu as fait vraiment un travail remarquable. Merci, merci beaucoup. Alors,
Louise répond, c'est moi qui dois te remercier car tu m'as aidé dans la préparation et donc je partage les félicitations avec toi. Et Patricia répond, oui, ça a été très intéressant de pouvoir partager avec toi la préparation de la présentation. C'est dommage que je n'étais pas là quand tu as commencé, je voulais te présenter, mais nous sommes toutes les deux un bon exemple de ce que passe à travers un conflit pour porter un rapport riche en créativité, plein d'énergie, pouvoir aborder la situation de conflit tout en restant au sein d'une relation pleine d'amour. Alors, nous avons deux questions qui ont été posées. La première est la question posée par Marco qui pose la question suivante. Alors, il y a plusieurs structures caractérielles et il demande alors si une personne peut avoir un style caractériel dominant et d'autres styles caractériels, disons, latents. Voilà la première question. Est-ce que je dois répondre ou est-ce qu'on peut prendre directement la prochaine question? Alors, Patricia dit, il me semble que tu as déjà répondu à ça dans ta présentation. Tu peux juste rajouter quelque chose si ça te fait plaisir. Oui, en réalité, il y a une structure de caractère principal, de caractère secondaire qui dérive d'autres structures caractérielles selon les problèmes dans la vie que nous devons aborder. Évidemment, il y a un caractère prédominant, après les autres sont des traits. Il faut souligner bien ça. Et après, il y a des questions. Alors, tu as parlé du classement originaire de Lowen avec 5 structures caractérielles et enfin la sixième structure caractérielle, borderline, que tu avais ajoutée. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose par rapport à cette structure borderline? Voilà la question. Alors, la structure caractérielle borderline est un des thèmes que je préfère en réalité, car on a eu la possibilité de pouvoir la développer, car je vais- j'ai parlé avec beaucoup de patients qui avaient autisme physique, psychologique, etc. Et donc, avaient besoin de mieux comprendre cette donc, la compréhension est liée au fait que ces personnes avaient été envahies d'une façon telle qu'ils n'arrivaient plus, en tant qu'organisme, à développer des limites claires et précises pour garder en dehors ce qu'il fallait euh, mettre en dehors et ce qui était nécessaire de garder à l'intérieur. Ces patients souvent étaient confus. Est-ce que je ressens la même chose que la personne ressent? Donc, ces patients manquaient de clarté. Et après, il y avait une sorte de magme d'émotions. Ils n'arrivaient pas à bien comprendre leurs émotions. Très clair, ton explication. Il s'agit en réalité d'aspects qui sont très importants. Et donc, c'est la structure narcissique aussi qui est prédominante parfois. Et il y a aussi l'autre côté du narcissisme, c'est-à-dire une petite personne borderline qui est au sein de la personne narcissique. Et c'était pour nous très important d'élaborer cet aspect et pour mieux analyser la structure borderline. Mais je tiens à préciser une chose. Avec la structure narcissique, quand une personne euh, descend de soi vers le caractère narcissique, vers le bas, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve un vide parce que la personne ne sait plus qui est-elle. Et de façon différente, nous arrivons à voir que même la personne borderline n'arrive pas à comprendre qui est-elle. Et dans ce dernier cas, il y a dans la personne des sensations plus intenses. Patricia dit oui, tu as raison, il faut bien souligner ça. Et après, une autre question. Qu'est-ce que tu en dis de l'influence numérique et du digital à propos de tout ce qu'on est en train de voir à présent? Et donc, est-ce qu'on va du borderline à travers le narcissisme
à travers le monde digital? Alors, Louise répond, la pire des choses est la suivante. Lorsque les jeunes se trouvent toujours avec leur portable à la main, ils essaient de regarder tous les messages digitaux, les contenus, ils ne prennent pas leur temps pour ressentir ce qui est en train de se passer à l'intérieur, parce qu'ils sont toujours en dehors d'eux-mêmes et ils contrôlent sans cesse le portable. Et même avec les abus qui peuvent dériver aussi pour les contenus, pour les autres, tout cela a un fort impact sur leur vie. Et donc, surtout pour les filles pourraient ressentir qu'elles n'ont pas de valeur parce que elles doivent correspondre à des modèles idéaux qui sont artificiaux et en réalité, ils ne correspondent pas à ces modèles. Et donc, souvent, l'agressivité et l'abus sur les réseaux sociaux est un problème, soit pour les filles et pour les garçons, car les deux peuvent se ressentir sans valeur. C'est quelque chose, dit Patricia, qui peut frapper plus les filles que les garçons. Après, nous avons la question de Regina qui demande. Ouais. Et donc, est-ce que la structure borderline est la plus difficile? Elle veut un peu plus de détails. Parce que tu as dit, et pourquoi tu dis que la structure borderline est la plus difficile? Alors, Louise dit, comment puis-je vous l'expliquer? Car les émotions des patients sont très intenses. Le transfert aussi est très intense. Lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas en syntonie avec le patient, celui-ci peut réagir avec véhémence, avec force. Et le patient a quand même appris à abuser de soi-même. Donc, il est très difficile d'aider les patients à construire cette sorte de auto-estimation parce que parfois, ils se voient comme un sac à poubelle. Et donc, nous devons recréer les sensations du corps de façon qu'il puisse se recréer. Et Patricia dit oui, d'accord, il faut recréer la personnalité des jeunes. Voilà pourquoi, alors, la psychothérapie, quand nous sommes devant des personnes borderline ou narcissiques, la thérapie a besoin de plus de temps, elle dure plus de temps. Et Louise dit oui, elle dure davantage parce qu'il faut reconstruire des personnalités. Les patients peuvent se rendre chez nous avec des patients avec des émotions très intenses. Il faut être capable de savoir bien gérer ces émotions. Aussi en tant que thérapeute. Patricia, après, il y a une autre question. Louise, est-ce que tu connais des exercices particuliers avec des patients borderline? Et Louise répond, je crois que tout ce qui est dans le domaine pour arriver à comprendre qu'il y a des limites peut être utile. Par exemple, faire pression avec les pieds sous le sol. Par exemple, je mettais mes pieds sous leurs pieds parce qu'ils avaient besoin aussi de s'enraciner dans la relation avec le thérapeute. Et ceci est un excellent exercice pour faire enraciner le patient à la relation avec le thérapeute. Après, je leur disais de pousser avec les mains sur mon dos ou tenir bien fort un petit coussin pour arriver à créer une sorte d'autorégulation. Donc, les exercices d'enracinement sont très importants. Après, nous avons la dernière question de Giovanni encore. Voilà. Alors, combien d'acteurs post-Reichiani parlent de post-vitalité? Ils ont même traité la vitalité. Est-ce qu'il y a un non bioénergétique qui est ressenti plus proche à votre approche? Est-ce qu'il y a des auteurs plus psychanalytiques qui en réalité sont plus proches à ce sens de la vitalité? Voilà, je crois avoir résumé le sens de la question. Donc, des auteurs qui sont plus proches au sens de vitalité, qui sont plus en ligne avec ton approche. Alors, Louise répond, Kellerman, je ne l'ai pas cité dans la présentation parce que, mais lui aussi, il a une vision différente pour évaluer l'énergie, comme des petits bonhommes que nous avons chez nous.
externe aussi, parce que nous avions aussi organisé un webinaire sur Daniel Stern. Et Louise répond oui, évidemment, tout cela est afférent à la syntonisation. Tous les auteurs qui parlent de syntonisation sont très importants. Et Patricia dit oui, certes, parce que comme on disait, c'est la syntonisation qui porte à la vitalité, un élément très important. Merci pour tes réponses magnifiques. Et je crois vraiment, je le vois dans la chat, il y a plein de remerciements pour toi. Les participants sont très heureux d'avoir participé et ils te remercient pour ta générosité parce que tu as été vraiment capable d'expliquer euh, la réalité de la bioénergétique, la réalité de ton travail. Tu nous as montré l'évolution non seulement de notre approche, mais aussi de notre organisation dans son ensemble. Et donc, l'approche l'organisation, l'approche culturelle qui doivent toujours voyager en parallèle, car en réalité, on forme quelque chose sur laquelle on croit. Merci Patricia pour m'avoir invité pour cette présentation. Patricia, réponse, ça a été vraiment un grand plaisir. Ceci est notre dernier webinaire de la saison organisé en tant que comité et nous espérons que le prochain comité lié à la formation va organiser d'autres webinaires. Et je crois pouvoir dire que je suis vraiment fière de tous les auteurs, tous les rapporteurs qui ont participé à ces webinaires, partager la beauté de l'analyse énergétique. Nous avions commencé avec Guy Tonnel, il y a 2 ans, on termine avec toi et donc je tiens à remercier toutes les personnes organisation bioénergétique pour leur grande générosité, qui aiment partager et diffuser leurs connaissances. C'est un véritable trésor que nous allons garder pour au sein de notre organisation. Et Louise dit, je tiens à dire merci à toi, Patricia, car je veux dire que tu es vraiment une personne de référence qui a rendu possible ce webinaire. Et je remercie aussi FCP, l'organisation italienne, qui a réellement cru que tout cela était possible faire leur professionnalisme, ils nous ont offert leur plateforme, les interprètes. Je veux remercier aussi les interprètes et toutes les personnes qui nous ont donné la possibilité de rendre visible notre vision. Et donc, je remercie aussi la formation en continu en psychothérapie de FCP, ainsi que tous ceux qui sont occupés de fournir les crédits aux personnes en Italie. Ça a été une magnifique euh, organisation. Je remercie Alessia, Marco, tous ceux qui ont participé à ce webinaire et l'autre webinaire, Nicolas Piccinini, qui a toujours cru dans ce projet, dans notre vision. Donc, merci, merci à vous tous et à toutes les personnes qui ensemble ont contribué à créer cette expérience avec nous. Merci, Louise. Merci à FCP de la part de Louise aussi et à tous les participants. Oui, d'accord, tu as raison. Plein de participants qui sont restés avec nous en ligne, qui est une autre chose que je tiens à souligner. Ils sont toujours nombreux dans la chat. Il y a plein de remerciements pour toi. Merci, à bientôt. Alessia aussi dit merci, remercie les interprètes, les participants et à bientôt.